Bonjour Maryse. Bonjour. Donc ça fait 30 ans que vous militez au sein de la Ligue des droits de l'homme. D'abord, qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme? La Ligue des droits de l'homme, c'est une association politique mais pas partisane. C'est une association de défense des droits et des libertés dans tous les domaines. Donc elle est généraliste. Donc on s'occupe des droits de tout le monde, en France notamment, en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Donc ça va de la lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme, à le soutien aux migrants et aussi donc à la protection des données personnelles et de la vie privée. Et donc quelles sont les valeurs qui font que ça fait 100 ans que vous tenez bon? Les valeurs, ce sont les valeurs, a priori les valeurs de la République, hein, liberté, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs dans lesquelles on se reconnaît, mais c'est aussi la solidarité, les droits économiques et sociaux, c'est tout un ensemble de valeurs, je dirais, qui sont naturelles pour les défenseurs des droits de l'homme. Voilà, c'est le principe, le respect des principes d'égalité, la justice pour tout le monde et le droit à un procès équitable, etc. Donc il y a beaucoup de valeurs, les droits des femmes évidemment, et en ce moment c'est tout à fait d'actualité. Voilà, donc j'en oublie évidemment parce que la liste serait trop longue, mais c'est ces bases-là pour lesquelles la Ligue combat, et donc depuis bientôt 120 ans. Alors justement, ces valeurs, liberté, égalité, fraternité ou même de solidarité, je dirais humaine, je dirais basique, aujourd'hui dans notre société, quel poids elles ont? Est-ce que, voilà, quel poids réel elles ont finalement? Malheureusement, elles ont peu de poids. Ce sont des mots dont beaucoup d'hommes politiques se gargarisent, y compris notre président actuel, qui parle effectivement de droits de l'homme, mais qui revient sur la question du droit du sol quand il se déplace en Guyane, qui n'arrête pas de stigmatiser les quartiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la vie privée au-delà des mots? Qu'est-ce que c'est? Alors, la vie privée, c'est quelque chose qui nous aide à nous construire. Disons que c'est l'intimité de la personne, c'est son intimité familiale, amoureuse, y compris quand elle ne fait rien. La personne, elle a le droit de ne rien faire et de le faire quand elle veut, enfin, voilà, sans être surveillée. C'est surtout ça, le fait d'être libre de faire ce qu'on veut au moment où on le veut. Et je ne sais pas si c'est la question suivante, mais la surveillance entraîne une perte de vie privée, une perte du droit à la vie privée. Donc justement, comment être libre et humain à l'ère d'Internet? Oh là là, c'est une vaste question. Alors c'est une question qu'on se pose nous à l'heure actuelle parce que même si vous êtes jeune, vous avez connu une période sans Internet, sans réseaux sociaux, sans objets connectés. Enfin bon, vous étiez très jeune encore, dernière mais génération. Vous êtes la dernière génération. Donc c'est effectivement une question qui ne se posera plus. Mais comment rester humain alors, je crois qu'il faut vraiment être conscient qu'on est surveillé et faire en sorte de limiter cette surveillance. Donc pour ça, il y a des outils qui ne sont pas forcément efficaces, parce que de toute façon, il reste une surveillance. Donc si on parle de données personnelles, il y a la question des données, mais il y a aussi la question des métadonnées pour lesquelles on ne peut pas s'abstraindre de toute surveillance. Parce que si je ne sais pas s'il faut expliquer, mais les métadonnées, ce sont les informations sur les données. Donc ça veut dire que c'est votre heure de connexion, avec qui vous vous êtes connecté, combien de temps a duré votre connexion. Donc ça, ce sont des informations qui doivent rester, comment dirais-je, qui ne doivent pas être secrètes. Donc pour que votre opérateur puisse vous connecter
à un site internet, il faut absolument qu'il sache sur quel site vous voulez aller. Donc ces informations-là ne peuvent pas être secrètes. Mais à partir de ces informations, on peut connaître énormément de choses et en déduire, en les recoupant avec d'autres, on peut en déduire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment difficile de rester libre à l'heure actuelle avec tous les outils internet, sauf à vivre au fin fond de la campagne, ne pas avoir de téléphone, ne pas avoir de contact, et de toute façon, même si on n'est pas surveillé, on devient suspect, parce que pourquoi est-ce qu'on veut ne pas avoir de contact et rester tout seul au fin fond de sa campagne? Ça devient suspect. Par là, vous dites que si on veut justement un peu préserver notre liberté et cette surveillance, on devient marginal aujourd'hui. Oui, alors effectivement, je pense effectivement que c'est suspect de ne pas vouloir être surveillé. Et pourtant, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Est-ce que c'est pour cela, pour rester justement, on va dire, dans la norme, que les gens finalement acceptent assez massivement justement toute cette surveillance, que ce soit avec les big data ou les entreprises, mais également par les gouvernements? Alors, je pense que c'est par facilité. Parce que c'est tellement plus facile de cliquer, de cocher la case et d'accepter que votre smartphone ait accès à tous vos fichiers, à tous vos contacts, etc. C'est tellement plus facile pour installer une application dont vous n'avez pas forcément besoin, mais vous pensez que ça va vous simplifier la vie, donc vous acceptez tout. Donc je pense qu'il n'y a pas la conscience du fait que ça permet d'être surveillé. Et paradoxalement, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de la surveillance. Mais c'est bon, je pense que c'est inhérent à l'être humain, cette complexité qui fait que pour se faciliter la vie, il accepte quelque part d'être surveillé. Mais je pense que au fond de lui, il se dit qu'il n'est pas surveillé, qu'il n'est pas intéressant parce qu'il n'a rien à cacher. Mais ça, dire qu'on n'a rien à cacher, c'est pas acceptable, quoi. C'est pas un argument. Et pourtant, c'est l'argument que beaucoup nous rétorquent quand on essaye de leur dire attention, protégez-vous. Oui, il y a Edward Snowden qui a une très belle phrase. Absolument. À l'intention de tous ceux qui rétorquent ça. Finalement, c'est pas si grave, ils n'ont rien à cacher. Qui dit voilà, me dire j'ai rien à cacher, donc la surveillance n'est pas grave. Ça revient à dire je n'ai rien à dire, donc... Je me moque de la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire. Et ce qu'il ajoute aussi, c'est que c'est un manque de solidarité vis-à-vis des autres. C'est considérer que soi-même on n'a rien à cacher, donc on n'a rien à dire, donc voilà, bon, on se porte très bien et tout va bien. Mais c'est oublier que certains ont besoin de ces droits. Le droit à la liberté d'expression et notamment les personnes qui vivent dans des dictatures, qui se révoltent, qui sont menacées par leurs gouvernants. Donc eux ont besoin de se cacher. Et le fait de dire qu'on n'a plus besoin de ces droits-là, c'est un manque de solidarité vis-à-vis des personnes qui ont besoin de ces droits. Mais en plus, on a tort de dire je n'ai rien à cacher, parce qu'on a tous quelque chose à cacher. C'est-à-dire que quand vous prenez votre douche, vous ne la prenez pas dans la rue, au milieu de 15 personnes. Forcément, vous avez tous quelque chose à cacher. Et puis, alors vous pouvez vous dire, bon, je suis dans la légalité, j'ai jamais fait quelque chose d'illégal. Mais c'est pas vrai. Vous avez forcément traversé en dehors des passages cloutés. Vous avez forcément fait un excès de vitesse à un moment donné. Donc vous avez des choses à cacher, parce que si on vous avait surveillé à ce moment-là, vous auriez eu donc une amende mais voilà, donc on a tous quelque chose à cacher. Est-ce que vous pouvez me parler des annuaires dans l'éducation nationale? Alors oui, je peux vous parler de l'ouverture des annuaires des élèves aux GAFAM, donc aux sociétés Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc pour lesquels il y a une directive qui a été donnée à tous les responsables d'établissements scolaires qui demandaient l'ouverture des annuaires des élèves. Alors les annuaires des élèves, ça comprend énormément d'informations sur les élèves, sur les parents, sur les adresses, etc. Et donc quand le nouveau gouvernement s'est installé, puisque ça avait été envoyé juste avant les élections, et donc quand le nouveau gouvernement a été mis en place, on a écrit à M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale,
et à M. Majoubi, secrétaire d'État au numérique, en demandant ce qu'ils allaient faire, s'ils allaient arrêter cette ouverture des annuaires. Donc c'était au mois de juillet qu'on a écrit, et on attend toujours la réponse. Donc on a téléphoné alors, au secrétariat d'État au numérique. On a eu pour réponse qu'ils n'avaient pas reçu notre courrier papier, non, qu'ils n'avaient pas reçu notre mail, mais on leur a dit qu'on leur avait doublé par un courrier papier. Ils nous ont répondu qu'ils ne répondaient pas au courrier papier. Tout numérique, donc on ne répond pas au courrier papier. Bon, ils vont peut-être fermer la poste, on ne sait pas. Et quant à M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, il était dans une émission de télé qui s'appelle On n'est pas couché, avec un président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme qui s'est autorisé à lui poser cette question. Quand est-ce que vous allez répondre à notre courrier sur l'ouverture des annuaires des élèves? Et il a répondu qu'il avait déjà répondu la semaine précédente à notre demande, et il a ajouté au cours d'une conférence de presse, j'ai dit que j'étais contre l'ouverture des annuaires. Voilà sa réponse. On peut dire que c'est pas très sérieux. En effet, ça va de plus en plus loin, parce que là on touche carrément aux enfants, donc à des âges où justement eux ne peuvent pas se défendre. Encore, on ne peut pas leur demander ni d'avoir confiance, ni encore moins de se défendre. Et là du coup c'est des informations qui viennent de plus en plus tôt. Du coup, que faire ou comment lutter contre ça si même nos élus les plus haut placés prennent la question vraiment à la légère? Alors bon, on va revenir à la charge, hein. On a laissé passer la rentrée scolaire parce qu'il y avait énormément de questions qui se posaient, mais c'est vrai que c'est de plus en plus tôt pour le fichage en fait de ces enfants. Mais donc c'est sur des données qui sont remises à des sociétés commerciales, et donc ce sont en plus des informations qui vont les suivre pendant toute leur scolarité. Donc s'ils ont eu des trous dans leur scolarité, s'ils ont eu des mauvaises notes à un moment donné, enfin, ou même tout le temps, quand ils vont chercher un emploi, ces données seront certainement accessibles, parce que les entreprises commerciales, on sait très bien qu'elles revendent des données. Donc la question est très grave, mais la solution, on ne l'a pas. On va évidemment ne pas lâcher, on va revenir à la charge auprès de ces ministres, mais je ne sais pas si on obtiendra satisfaction. Et là, de toute façon, s'il y a des annuaires qui ont été ouverts, le mal est fait et ça sera difficile de revenir dessus. La question du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas s'adresser peut-être aux parents, ceux qui pourraient vraiment avoir un intérêt, je dirais, vif, de vouloir protéger l'avenir de leurs enfants? Alors oui, je suis tout à fait d'accord, hein, on compte beaucoup, et dans les signataires de ces courriers, il y avait la FCPE et même la PEP, donc les deux plus grosses associations de parents d'élèves qui avaient signé ces courriers. Mais on se heurte quand même à une certaine apathie, y compris des parents d'élèves. Quand il y avait eu le fichier base élèves qui avait été mis en place, il avait été mis en place par l'Éducation nationale sans le déclarer à la CNIL, donc il y avait quand même beaucoup de protestations des enseignants et des parents d'élèves. Là, il y a, je ne sais pas, une passivité, comme si tout le monde avait baissé les bras. Bon, je pense qu'on va trouver des parents d'élèves qui vont mener le combat avec nous, mais c'est pas très facile, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour avoir envie de protéger leur liberté et, comme vous l'avez bien dit, aussi celle des autres? Alors, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger ses libertés à l'heure actuelle, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que la vie privée, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, le parallèle avec la vie réelle et la vie numérique, il faut toujours le rappeler, quoi, dire qu'on n'ouvre pas sa chambre à coucher, on ferme sa porte quand on quitte son appartement, on ne donne pas les clés de sa voiture à n'importe qui. C'est aussi ça, on peut considérer ça comme des données personnelles, ou des objets personnels. Donc je pense qu'il faut vraiment sans arrêt faire le parallèle entre les objets personnels, enfin tout ce qui nous est personnel, et les données personnelles qui sont
diffusées qui se répandent sur Internet. Voilà, je vois pas. Je pense qu'il faut résister. Alors, peut-être qu'il y a une petite note d'espoir, c'est la révolte des ingénieurs de Google, Microsoft, Facebook, qui réalisent que, en fait, ce qu'ils ont mis en place, y compris celui qui a mis en place le j'aime ou j'aime pas, se rend compte que, en fait, c'est très intrusif, par exemple, il prend son exemple à lui, il dit qu'il passe pas assez de temps avec sa famille et que, parce que il y a aussi une chose qu'on ne dénonce pas. Là, je suis désolée, je fais un petit retour en arrière, mais un des problèmes aussi des réseaux sociaux et de toutes les applications, c'est de vouloir nous maintenir le plus longtemps possible sur ces applications. Donc c'est une part de notre vie qu'on ne passe pas à faire autre chose, à aller se promener, à regarder les arbres, et peut-être que l'espoir peut venir de là, et j'aime bien ce que dit un de ces ingénieurs, il dit sur son lit de mort, personne ne regrette de ne pas avoir passé assez de temps sur Facebook. Clairement. Voilà. C'est peut-être une note d'espoir. Merci beaucoup Maryse pour cette seconde interview. De rien. Et merci à vous. À bientôt.